Elle était le chouchou de l'Amérique, la petite fille tachetée aux tresses qui appelait Michael Landon Pa et faisait croire à des millions de spectateurs au rêve de la frontière. Mais si derrière cette innocence se cachait une vie qui se délitait bien avant que les caméras ne s'éteignent? Et si la petite fille de la petite maison dans la prairie n'avait jamais réellement eu d'enfance à elle? Aujourd'hui âgée de plus de 60 ans, Melissa Gilbert vit loin des projecteurs qui autrefois définissaient son existence. Mais l'histoire réelle ne se limite pas au simple fait de vieillir. Elle raconte ce qu'elle a perdu en chemin. Le suicide de son père, une fausse couche, l'addiction, l'humiliation publique, des mariages ratés et une lutte constante pour retrouver son identité dans un monde qui l'avait emporté bien trop tôt. Alors, comment la Half Pint de l'Amérique en est-elle arrivée là? Silencieuse, marquée, loin d'Hollywood? Restez avec nous. La vérité peut être triste, mais elle est inoubliable. Née dans une histoire qui n'était pas vraie. Melissa Gilbert voit le jour en 1964 à Los Angeles, mais dès le départ, sa vie est encadrée par des récits plus proches de la fantaisie que de la réalité. Adoptée à seulement un jour par le comédien Paul Gilbert et l'actrice Barbara Crane, sa réalité fut façonnée non pas par ce qui s'était réellement passé, mais par l'histoire que ses parents adoptifs avaient reconstruite autour d'elle. On lui dit que sa mère avait été une prima ballerina, gracieuse et disciplinée, une vie rythmée par la beauté et l'art. Son père, croit-elle, était un Rhodes Scholar, un homme brillant dont l'intellect et la promesse avaient été interrompus par les circonstances. Pourtant, la vérité, comme Melissa l'apprendra beaucoup plus tard, était bien différente et beaucoup moins romantique. Ses parents biologiques étaient mariés à d'autres personnes et luttaient pour joindre les deux bouts, incapables de s'occuper d'un autre enfant. Son adoption n'était pas un choix féerique, mais une solution pragmatique à une situation chaotique et complexe. Il n'y avait pas de conte de fées en toile de fond, seulement des gens réels, aux limites réelles, et un nouveau-né brusquement projeté dans un foyer qui allait à la fois la protéger et la confiner. Même son identité religieuse restait floue. Bien qu'élevée dans le judaïsme, elle ne reçut jamais de cérémonie de conversion formelle, ni d'éducation approfondie dans les traditions, laissant en elle des questions qui persisteraient pendant des décennies. Des années plus tard, Melissa confrontera cette ambiguïté sur sa foi et son identité, se demandant si elle avait jamais été vraiment reconnue comme juive. Une grande partie de ma vie a été une illusion, confie-t-elle dans ses mémoires Prairie Tale, reconnaissant que beaucoup de ce qu'elle croyait savoir sur sa vie avait été filtré à travers des couches d'interprétation parentale, d'attentes sociales et de narration hollywoodienne. Dès son premier souffle, la vie de Melissa fut un mélange d'amour et d'artifice, de faits et de fiction soigneusement construite, un socle qui influencerait tout ce qu'elle vivrait durant son enfance et au-delà. Le côté sombre d'Hollywood. Melissa Gilbert n'a pas seulement incarné Laura Ingalls. Elle est devenue Laura aux yeux de millions de spectateurs. Castée à seulement 9 ans, elle a pénétré dans le monde ensoleillé et soigneusement construit de la petite maison dans la prairie. Une version nostalgique de l'Amérique des années 1800, peuplée de charrettes, de bonnets et de récits moralisateurs. Mais derrière les caméras, Gilbert vivait une enfance très différente. Dirigée par les producteurs, façonnée par les scénarios et étroitement observée par les médias. Elle n'était plus simplement Melissa. Elle était la Half Pint de l'Amérique. Et la ligne entre la vraie fille et la fille fictive de Charles Ingalls commençait à disparaître. Au fil des saisons et avec la maturation de Laura, les exigences imposées à Melissa augmentaient. Dès la 6e saison, les scénaristes introduisent une nouvelle intrigue. Laura tombe amoureuse d'Almanzo Wilder. Pour les spectateurs, c'était une douce histoire de passage à l'âge adulte. Pour Melissa, la réalité était troublante. L'intérêt amoureux de son personnage était incarné par Dean Butler, un acteur de 23 ans, 8 ans de plus qu'elle. Melissa n'avait que 15 ans.
Cette différence d'âge, bien que courante à Hollywood à l'époque, représentait un obstacle émotionnel et psychologique pour lequel elle n'était pas préparée. Elle révéla plus tard que son premier baiser à l'écran, mis en scène pour le couple Laura Almanzo, la laissait confuse, violée et profondément mal à l'aise. C'était le premier vrai baiser de Laura, et ça m'a rendue malade, écrit-elle dans ses mémoires Prairie Tale. Je ne voulais embrasser aucun homme. Je ne voulais embrasser personne avec des poils sur le visage. La production avait tenté de la mettre à l'aise. Michael Landon, devenu une figure paternelle de substitution à l'écran comme en dehors, avait dirigé la scène personnellement. Mais lorsque la caméra a tourné et que Melissa s'est approchée, son malaise était impossible à cacher. Sa mère sanglotait silencieusement hors caméra, le cœur brisé de voir sa fille franchir un pas d'adulte avant qu'elle ne soit prête. Landon dut finalement crier « Coupez !» incapable d'ignorer le poids émotionnel qui planait sur le plateau. Pour Gilbert, ce n'était pas seulement embarrassant, c'était symbolique. Elle était forcée de franchir la frontière de l'enfance à l'âge adulte, de l'actrice au produit. Elle ne tombait pas amoureuse, elle jouait l'intimité. Et cette performance n'était pas pour elle. Elle était pour les audiences, pour les fans, pour un personnage dont elle n'avait pas choisi le développement. Dans des interviews, elle décrira cette période comme un moment où elle se sentait passagère dans l'histoire de quelqu'un d'autre, un sentiment partagé par de nombreuses stars enfantines. La machine hollywoodienne avait ses propres idées sur le moment et la manière dont Laura Ingalls devait grandir. Melissa, dont les jalons de vie réelle n'avaient même pas rattrapé ceux de son personnage, était amenée à jouer des émotions qu'elle n'avait pas encore ressenties, à participer à des moments qu'elle n'avait pas choisis. En 2017, Melissa Gilbert rejoignit le chœur croissant de femmes dénonçant les abus de pouvoir à Hollywood. Alors que le mouvement d'Aggy-Me-Too prenait de l'ampleur, elle revint sur l'un des traumatismes les plus humiliants et formatifs de sa jeune vie d'adulte. Une audition pour le film The Doors d'Oliver Stone, en 1991. À l'époque, Melissa était dans la vingtaine et cherchait encore à se détacher de son image de Little House. Désireuse de prouver qu'elle pouvait assumer des rôles plus adultes et audacieux, elle se présenta à l'audition préparée et professionnelle. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la cruauté qui l'attendait derrière les portes closes de la salle de casting. « Il voulait que je rampe par terre à quatre pattes », révéla-t-elle en 2017 dans l'émission radio d'Andy Cohen. Comme un chien, pour une scène qui n'était même pas dans le scénario. Stone aurait voulu la voir supplier pour de la drogue dans la scène, imitant la détresse dégradante de l'addiction. Mais ce qui se passa allait moins concerner la performance que la domination. Selon Gilbert, l'interaction entière ressemblait à un jeu de pouvoir délibéré, destiné à la briser, et non à tester son talent d'actrice. Je suis sorti de cette audition en larmes. Je me sentais violé, je me sentais exposé. Et il ne s'agissait même pas de sexe. C'était une question de contrôle, confia-t-elle ensuite. Melissa insista sur le fait que ce qui faisait le plus mal n'était pas seulement l'action elle-même, mais la conscience qu'elle avait été préméditée. Elle croyait que Stone avait orchestré la situation pour la punir, peut-être à cause d'un ressentiment personnel. À l'époque, elle sortait avec l'acteur Rob Lowe, qui avait été attaché à un autre projet de Stone, mais s'en était retiré dans des circonstances tendues. Que l'audition ait été une vengeance ou non, cela semblait profondément personnel et humiliant. Melissa ne parle publiquement de l'incident que plus de 20 ans plus tard. Comme beaucoup d'actrices de sa génération, elle avait intériorisé la douleur, se blâmant plutôt que le système qui permettait de tels comportements. Elle craignait d'être étiquetée difficile ou trop sensible, deux des étiquettes les plus dangereuses qu'une femme à Hollywood pouvait recevoir. « Je n'ai jamais rien dit à personne. Je portais ça en moi, » admit-elle. « Parce qu'à l'époque, si tu parlais, tu étais le problème. » Cette expérience laissa une cicatrice durable.
Elle renforça sa méfiance envers les réalisateurs masculins, accentua ses anxiétés lors des auditions et confirma une peur qu'elle avait depuis l'enfance. À Hollywood, être jeune et femme signifiait souvent être impuissante. En partageant enfin son histoire en 2017, Melissa Gilbert reprit possession de ce moment. Ce n'était plus un secret qu'elle devait porter, ni une honte qu'elle devait cacher. Son témoignage s'ajouta à la vague de révélations de femmes dans le milieu du spectacle, exposant comment l'abus émotionnel, l'humiliation et la coercition étaient souvent déguisés en partie du métier. Le courage de Gilbert ne fit pas seulement la une des journaux. Il offrit une solidarité à d'innombrables autres femmes qui avaient rampé, pleuré ou gardé le silence au nom d'un rôle. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas faible. Ce qui m'est arrivé n'était pas acceptable. Et j'aurais aimé le dire plus tôt, mais je le dis maintenant. Amour adolescente et fausse couche. Melissa Gilbert est tombée éperdument amoureuse de Rob Lowe à seulement 17 ans. Il était le golden boy du Brat Pack, incroyablement séduisant, notoirement charmant et déjà une star reconnue. Leur romance attira l'attention des tabloïds et des fans, mais pour Melissa, ce n'était pas une question de titres accrocheurs. C'était réel, intense, et c'était son premier véritable amour. Le couple se fiança rapidement, emporté par un tourbillon de tapis rouges et d'appels téléphoniques nocturnes. Mais tandis que Melissa rêvait de construire une vie à deux, Rob poursuivait encore sa carrière et son cœur n'était pas au même endroit. Lorsque Melissa découvrit qu'elle était enceinte, elle espérait que la relation se solidifierait, qu'elle les lierait à quelque chose de plus grand. Au lieu de cela, tout s'effondra. Rob n'était pas prêt. Pas pour la paternité, pas pour le mariage. Et lorsque la relation prit fin, Melissa fit une fausse couche peu après, seule et dévastée. Elle confia plus tard dans ses mémoires, Prairie Tale, « J'avais perdu mon bébé et ma relation avec Rob. Ça faisait un mal de chien. Cette perte d'amour, d'un enfant, d'un avenir déjà imaginé, laissa une profonde cicatrice émotionnelle. À peine sortie de l'adolescence, elle pleurait déjà une vie qu'elle n'a jamais pu vivre. Encore secouée par ce chagrin et en quête de stabilité, Melissa rencontra Beau Brinkman, un cousin de Dennis Quaid, sur le tournage d'un film. Ils se connaissaient depuis seulement 6 semaines, lorsqu'ils décidèrent de se marier en 1988. Avec le recul, elle décrivit cette décision comme impulsive, une façon d'échapper au vide qu'elle ressentait après la perte de Rob. En 1989, ils accueillirent un fils, Dakota. Mais la joie laissa vite place au tumulte. Leur mariage fut marqué par l'alcoolisme, l'instabilité émotionnelle et l'infidélité. Brinkman buvait beaucoup et disparaissait souvent pendant plusieurs jours. Melissa, maintenant jeune mère, tentait de maintenir l'équilibre, jusqu'à ce que la trahison devienne indéniable. Elle raconta plus tard l'un des moments les plus douloureux. Surprendre Beau en train de la tromper chez eux, alors qu'elle s'occupait de leur bébé à l'étage. Une violation si profonde qu'elle ne pouvait plus l'ignorer. Ce mariage, fragilisé dès le départ, prit fin en 1994 après des années de dégâts. Une vie marquée par la perte. Melissa Gilbert n'avait que 11 ans lorsque son monde bascula à jamais. Son père, Paul Gilbert, avait disparu subitement. La version officielle disait qu'il était mort d'un accident vasculaire cérébral, et pendant un temps, c'était la version que Melissa devait croire. Mais même alors, quelque chose semblait inachevé, non dit. Des années plus tard, elle découvrit la vérité. Paul s'était suicidé après une longue et silencieuse lutte contre la douleur chronique, conséquence de son service en tant que vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il avait souffert en silence, cachant à la fois ses tourments physiques et émotionnels. Cette révélation la bouleversa profondément. Pendant environ 6 mois, je ne pouvais ni manger ni dormir, confia-t-elle plus tard à Closer Weekly. C'était la première fois que je ressentais à quel point l'absence peut faire mal. La mort de Paul marqua le début d'une vie ponctuée de deuils successifs, un chemin que Melissa parcourait encore et encore, souvent sans avertissement,
à chaque fois façonnées par des nuances différentes d'amour et de perte. Si Paul était l'homme qui avait donné la vie à Melissa, Michael Landon était celui qui lui avait donné une place dans ce monde. Sur le plateau de la petite maison dans la prairie, il devint une figure imposante, non seulement comme réalisateur et coacteur, mais comme père de substitution. Landon la prit sous son aile, la guida à travers l'adolescence et fut l'une des rares personnes à faire d'Hollywood un foyer pour elle. Alors, lorsque Landon mourut en 1991 des suites d'un cancer du pancréas, le choc fut immense. Je suis resté au lit, les stores tirés, c'était comme marcher dans la boue, se souvient-elle dans Prairie Tale. Je ne pouvais pas imaginer un monde sans lui. Ce n'était pas seulement la perte d'un mentor. C'était la perte du filet de sécurité de son enfance, l'homme qu'il appelait Half Pint, et lui faisait croire qu'elle avait sa place. Le deuil ne l'épargna pas avec le temps. En 2003, sa mère Barbara Crane décéda. Leur relation avait toujours été complexe, pleine d'amour, mais souvent tendue par les pressions de la célébrité et les attentes. Pourtant, la mort de sa mère força Melissa à affronter une nouvelle couche de questionnements sur son identité et son équilibre émotionnel. En 2023, elle fut frappée par un deuil d'un tout autre genre, qui la surprit elle-même. Un raton laveur s'introduisit dans son poulailler à sa ferme de l'État de New York, tuant la plupart de ses chères poules. Cela pouvait sembler insignifiant pour d'autres, mais pour Melissa, c'était une violation de la paix qu'elle avait tant travaillé à construire dans sa vie ultérieure. « Ce n'était pas juste des poules », écrivit-elle en ligne. « Elles faisaient partie de ma guérison, partie de ma nouvelle vie. » Puis il y eut Treat Williams, l'acteur qu'elle appelait autrefois son béguin d'enfance. Sa mort soudaine, dans un accident de moto, en 2023, rouvrit de vieilles blessures. Ils étaient restés amis au fil des ans, leur histoire commune enracinée dans les jeunes années d'Hollywood. Sa perte fut un autre rappel que le temps, peu importe la tendresse des souvenirs, finit par tout emporter. Le corps qui se brise. À la fin de la trentaine, la vie de Melissa Gilbert semblait encore, vue de l'extérieur, baignée par l'éclat de sa célébrité précoce. Mais derrière les portes closes, elle se défaisait silencieusement. 2 bouteilles de vin par nuit étaient devenues sa norme. Il ne s'agissait pas de fête ou de célébration. C'était pour engourdir le vide intérieur. Le signal d'alarme survint une nuit lorsqu'elle s'évanouit dans le lit de son chien alors qu'elle recevait un invité. L'humiliation n'était pas seulement physique. Elle était existentielle. Elle ne pouvait plus se cacher à elle-même. Je ne pouvais plus le nier. J'étais perdue, confia-t-elle plus tard. Mais la voix qui la fit sortir du brouillard n'était ni celle d'un médecin ni d'un agent, c'était celle de son fils. Il lui dit de se faire aider. Ce moment unique de confrontation et d'amour la mena aux Alcooliques Anonymes en 2004. Elle est sobre depuis, attribuant sa guérison non seulement au programme des 12 étapes, mais aussi à un changement d'identité, de performeuse à survivante, d'évadée à guérisseuse. Melissa s'est engagée à ce point dans la sobriété qu'elle refuse désormais tous les opioïdes sur ordonnance, même après de lourdes interventions chirurgicales. La douleur est réelle, mais la peur de replonger dans l'engourdissement qui avait failli tout lui coûter l'est tout autant. Le parcours de Melissa n'a pas seulement été marqué par la douleur émotionnelle, il s'est aussi inscrit dans son corps. Des années de cascades, de chutes sur scène et d'accidents lui ont laissé de multiples blessures de la colonne vertébrale. Elle a subi 4 interventions sur la colonne, une prothèse de hanche et des symptômes neurologiques qui la laissaient parfois étourdie, nauséeuse ou engourdie dans ses membres. En 2016, elle fit les gros titres en se présentant au Congrès dans le 8e district du Michigan, un pas politique audacieux. Mais à mi-parcours de sa campagne, ses médecins intervinrent. Son corps était de nouveau en crise. La douleur n'était plus quelque chose qu'elle pouvait ignorer. « Ce n'était pas que je ne voulais pas me battre », expliqua-t-elle. «
C'était que je ne pouvais pas rester debout assez longtemps pour que le combat soit équitable. Melissa finit par se retirer de la course, dévastée mais consciente qu'ignorer son corps davantage aurait pu la laisser handicapée à vie. En 2020, elle subit une nouvelle fusion vertébrale, cette fois avec des tiges longues pour stabiliser ses vertèbres. L'intervention apporta enfin un certain soulagement, lui permettant de retourner au jardinage, aux promenades avec son chien et à l'écriture. Dans son enfance, Melissa réagissait violemment et viscéralement à des sons apparemment anodins. Le claquement d'un chewing-gum, le tapotement d'ongles, le bruit de mastication. La colère et l'inconfort qu'elle ressentait étaient immédiats et incontrôlables. « Je pensais que j'étais juste méchante », confia-t-elle. « Je pensais qu'il y avait quelque chose de laid en moi. » Ce n'est que des décennies plus tard qu'elle découvrit un nom pour cela. La misophonie, un trouble neurologique rare où certains sons déclenchent des réactions émotionnelles et physiologiques intenses. En 2024, elle en parla à People au moment de son diagnostic. « J'ai sangloté quand j'ai découvert que ça avait un nom et que je n'étais pas juste une mauvaise personne. » Pendant des années, elle vécut dans la honte, s'isolant souvent lors de dîners, d'événements sociaux ou même pendant des moments de parentalité, juste pour éviter de réagir violemment à quelqu'un qui mâchait un chewing-gum ou aspirait sa soupe. Grâce à la thérapie cognitivo-comportementale, Melissa commença à réentraîner son cerveau. Elle apprit des outils pour gérer ses réactions émotionnelles et développa des stratégies de pleine conscience pour désensibiliser son système nerveux. Sa guérison n'était pas seulement personnelle, elle était relationnelle. « Mes enfants peuvent maintenant mâcher du chewing-gum autour de moi, » dit-elle. « Ça peut sembler petit, mais ça a changé nos vies. » Ce chapitre de l'histoire de Melissa Gilbert ne parle pas de célébrité ou de performance. Il parle du travail silencieux et invisible de guérison, de l'addiction, de la douleur physique, du dégoût de soi et d'un monde qui interprétait mal ses symptômes comme des défauts. Quitter Hollywood pour se retrouver. En 2013, Melissa Gilbert atteignit un tournant décisif. Des décennies passées sous le microscope avaient laissé des traces. Après avoir lutté contre l'addiction, enduré des chagrins publics et survécu à une vie de traumatisme physique et émotionnel, elle prit une décision radicale. Quitter Los Angeles et la machine à images qui l'avait façonnée. Elle cessa de se teindre les cheveux, laissa apparaître ses cheveux gris. Elle fit disparaître les injections, arrêta le botox et retira ses implants mammaires, choisissant la santé plutôt que la vanité, l'authenticité plutôt que l'approbation. Ce n'était pas seulement une transformation physique, c'était une métamorphose spirituelle. J'en avais assez d'être pincé, retouché et transformé. Je voulais me reconnaître à nouveau dans le miroir, expliqua-t-elle dans des interviews. Sa décision n'était pas sans peur. Dans une industrie où la jeunesse et la perfection sont une monnaie, lâcher prise signifiait risquer l'oubli. Mais pour Melissa, la récompense était bien plus grande, la liberté. Melissa et son troisième mari, l'acteur Timothy Busfield, troquèrent les tapis rouges pour les montagnes Catskill dans l'État de New York. Là, nichés dans une cabane rustique qu'ils surnommèrent affectueusement « The Cabbage », ils retrouvèrent ce qui leur manquait depuis des années. La paix. Fini les plateaux de studio et les colonnes de potins. Leur quotidien se compose désormais de jardinage, d'élevage de poules, de réparation de clôtures, de cuisine et du simple fait d'être. Le couple fend son bois, se promène en forêt et s'assoit sur le porche à écouter le vent. Nous cultivons des légumes, nous nous asseyons près du feu, nous rions, partage Melissa. Nous vivons une vie qui nourrit notre âme, pas notre ego. Dans ce nouveau chapitre, Gilbert embrassa son moi naturel. Rides, douleurs, cheveux gris et tout le reste. Elle redéfinissait ce que signifie vieillir avec grâce, non pas en poursuivant la jeunesse éternelle, mais en renonçant à la performance de la perfection. Bien que Melissa se soit retirée d'Hollywood, elle ne disparut pas. Elle réorienta sa voix vers quelque chose de profondément personnel,
La création de Modern Prairie, une entreprise cofondée pour soutenir les femmes traversant la cinquantaine et les changements émotionnels, hormonaux et sociaux qui l'accompagnent. La plateforme offre non seulement des produits artisanaux, mais aussi de la communauté, du récit et de l'encouragement. Il s'agit de connexion plutôt que de commerce, aidant les femmes à retrouver leur identité, à accepter le vieillissement et à trouver un sens dans la simplicité. Nous ne sommes pas invisibles, dit Melissa à People. Nous commençons juste une nouvelle phase. Une phase qui peut être puissante, belle et réelle. Aujourd'hui, dans la soixantaine, Melissa Gilbert mène une vie intentionnelle. Elle n'est pas glamour, mais elle est riche des choses qu'elle désirait autrefois. L'amour authentique et tranquille, la liberté créative et la paix avec son passé. Et pourtant, ce passé résonne encore. Elle porte les fantômes des tromperies de son enfance, la morsure de l'exploitation hollywoodienne, les pertes de ceux qu'elle aimait et les séquelles physiques d'un corps trop sollicité. Son parcours n'est pas un conte de fées, mais un mémoire durement gagné en mouvement. « Je guéris encore, a-t-elle dit, mais je ne fais plus semblant d'aller bien, et c'est l'endroit le plus puissant où j'ai jamais été. » L'histoire de Melissa Gilbert n'est pas seulement une histoire de survie. Elle parle du choix de vivre différemment, choisir la présence plutôt que la pression, la croissance plutôt que le glamour, et la vérité plutôt que l'illusion. La vie de Melissa Gilbert n'a pas suivi le script que l'on attend des stars enfantines. Il n'y eut pas de projecteurs éternels, pas de fin féerique. À la place, il y eut des pertes, des trahisons, des rêves brisés, et finalement, une forme de résilience silencieuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce le genre de fin qu'elle méritait ou celui qu'elle a choisi? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.